Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, édition spéciale ce matin consacrée à la disparition d'Hugo Chavez. On s'intéresse à l'économie, bilan économique avec vous, Karina Chabour. Bilan contrasté pour Hugo Chavez qui a nationalisé à tout va. L'économie est très dépendante du pétrole, mais cette manne a parfois un effet boomerang, notamment lorsque le cours du brut s'effondre. Sandrine Gomez. Pendant près de 15 ans à la tête du pays, Hugo Chavez était assis sur une mine d'or noir, l'une des plus grosses réserves de pétrole de la planète, une manne financière qu'il mettra au service du socialisme bolivarien. Sa méthode, les nationalisations forcées de compagnies étrangères, comme en 2007, lorsque l'État vénézuélien annonce la nouvelle à l'américain ExxonMobil. Petromonagas a été reprise à ExxonMobil qui nous avait demandé de lui verser 12 milliards de dollars. Et finalement, on ne lui a donné que 200 millions. On n'a pas à leur donner plus. Pour faire main basse sur cette manne financière, Caracas constitue des sociétés à capital mixte avec les grandes majors du pétrole. Dans tous les cas, l'État est actionnaire majoritaire. Même stratégie par exemple dans la grande distribution. Résultat de la méthode Chavez, les investisseurs fuient le pays. L'industrie compte 2 fois moins d'entreprises qu'il y a 15 ans. Le caractère spéculatif de l'économie vénézuélienne est lié à sa dépendance vis-à-vis du pétrole. C'est une économie qui n'est pas prête d'attirer les hommes d'affaires, car ici tout le monde recherche le profit à court terme, car on pense que tant que les prix du pétrole sont élevés, tout ira bien. Mais si les prix baissent, c'est tout le modèle vénézuélien qui s'écroule. Car le modèle vénézuélien compte sur les revenus du pétrole pour financer ses infrastructures et le Mercal, son plan de distribution de produits alimentaires subventionnés, 25 à 40% moins cher que les prix du marché. Mais si les inégalités et la pauvreté ont été sensiblement réduites, le pays à l'économie peu diversifiée doit importer 70% de ce qu'il consomme. Résultat, pour réduire son déficit, le mois dernier, le pays dévaluait le bolivar de plus de 30%, de quoi alimenter encore l'inflation. Alors on le voit, l'économie vénézuélienne repose sur un pétrole fort, mais tout cela est risqué, Karina. Oui, et pour en parler, nous sommes en ligne avec Pierre Terzian, directeur de la revue Pétro-Stratégie. Alors on l'a vu, Hugo Chavez a fait fuir les investisseurs en nationalisant de force les secteurs clés, comme le pétrole. Avec son départ, est-ce que ces investisseurs étrangers vont revenir au Venezuela ? Les investisseurs sont déjà revenus au Venezuela parce que après le choc des nationalisations à 60% en 2006-2007, il y a eu une période de négociation. Quelques sociétés ne sont pas revenues, comme Exxon, Conoco, etc. Mais les autres n'avaient pas vraiment le choix, parce que le Venezuela, c'est le plus grand pays du monde en termes de réserves de pétrole. Il ne faut pas l'oublier. Les Américains eux-mêmes annoncent le chiffre de 500 milliards de barils de réserves. C'est absolument colossal, mais le problème c'est que c'est un pétrole très lourd, très difficile à produire, très coûteux à produire et qui demande donc beaucoup d'argent et beaucoup de technologie. Les compagnies pétrolières devaient revenir parce que le pétrole était là, mais elles devaient revenir aussi parce que le gouvernement avait besoin d'elles pour valoriser son pétrole. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Aujourd'hui la production remonte après avoir vraiment accusé une chute terrible après les nationalisations. Dans les prochaines années, je pense que le Venezuela va presque doubler sa production de pétrole. Alors Pierre Terzian, on le voit, les cours du pétrole progressent légèrement ce matin, soutenus à la fois par la croissance chinoise, mais aussi par l'annonce du décès d'Hugo Chavez. La tendance était plutôt à la baisse ces derniers temps. Doit-on craindre une nouvelle flambée des cours ? Non, je ne pense pas que la mort d'Hugo Chavez va avoir un impact immédiat sur les prix du pétrole. On a eu une baisse la semaine dernière très importante parce que les 2 semaines précédentes, pratiquement tout le mois de février et même une partie de janvier, on avait eu une spéculation qui avait porté le prix du pétrole à 120 $. On est donc retombé à 110, ce qui était tout à fait attendu et normal. Merci Pierre Terzian. Je rappelle que vous êtes directeur de la revue Pétro-Stratégie. Alors la mort d'Hugo Chavez a-t-elle un impact sur les marchés ? On voit cela tout de suite avec vous, Karina, réponse. Pas vraiment. On voit les marchés, même si les marchés européens ouvrent en légère baisse ce matin, l'influence d'Hugo Chavez n'est guère notable. C'est surtout en réaction aux fortes hausses d'hier qu'évoluent les marchés ce matin. Et ce qui devrait donner la tendance, d'ailleurs, ce sont les annonces des banques centrales, sans oublier les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui seront publiés ce vendredi. Les grandes bourses asiatiques, elles, étaient toutes orientées à la hausse, à l'image de Tokyo qui a pris plus de 2% pour s'établir à de nouveau plus haut niveau depuis 4 ans et demi.
Et la valeur vedette à la bourse de Tokyo, C-Sharp, l'action du groupe d'électronique, a bondi de plus de 14% en réaction à une possible alliance avec son rival Samsung. Ce dernier pourrait entrer au capital du japonais à hauteur de 3%, de quoi lui offrir un bol d'air et un client solide pour faire tourner ses usines d'écrans de télé et smartphones. Autre belle performance du jour à Tokyo, Toyota. Son action a clôturé en hausse de près de 2%. Le constructeur japonais vient de se payer les services d'un ancien dirigeant de General Motors. Mark Hogan siégera au siège du conseil d'administration dès le mois prochain. Sa mission, conforter le développement de la marque à l'international. C'est la première fois dans l'histoire du constructeur nippon qu'un membre de la direction n'est pas choisi en interne. Et enfin, Bruxelles pourrait infliger une lourde amende à Microsoft. Le géant du logiciel est accusé de ne pas avoir respecté ses engagements en matière de choix de navigateur pour Windows 7. Selon le Financial Times, l'amende se chiffrerait en centaines de millions d'euros. En France, le projet de réforme du marché du travail est présenté ce matin en Conseil des ministres, un texte signé par les autres, par quasiment l'ensemble des syndicats, et qui se veut une synthèse entre plus de flexibilité pour les entreprises et une sécurisation des salariés. Les précisions de nos confrères de France 2. 3 mois de négociations et un accord signé, mais pas par tous, car certains syndicats craignent de voir la sécurité de l'emploi disparaître. Mais qu'en est-il vraiment ? Première affirmation, les salariés devront faire des efforts. Eh bien, c'est vrai. Car désormais, une entreprise confrontée à une crise passagère pourra demander à ses employés de baisser leur salaire ou d'augmenter leur temps de travail. Mais à 2 conditions, cela ne doit pas durer plus de 2 ans et il faut l'accord des syndicats majoritaires. Et ce n'est pas tout, les patrons pourront imposer à leurs salariés de travailler sur un autre site, mais toujours après négociation. Les licenciements économiques seront facilités. Cette fois-ci, c'est faux. La procédure sera en fait plus encadrée qu'avant. Pour mettre en place des licenciements économiques, il faudra négocier un plan avec les représentants du personnel ou, et c'est nouveau, le faire valider par l'administration dans un délai de 3 semaines. Les salariés précaires seront mieux protégés. C'est vrai. L'accord veut limiter le recours aux contrats instables. Le temps partiel sera d'une durée minimum de 24 heures par semaine. Et pour limiter les CDD de moins de 3 mois, ils seront taxés. Enfin, les salariés gagnent un nouveau droit, une mutuelle d'entreprise pour tout le monde, à partir de 2016. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci Karina. C'est la fin également de cette demi-heure d'infos. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.